Titre: L'intelligence du réel avant-propos. Ce livre naît d'une série de réflexions spontanées, profondes et connectées sur la nature du monde, de la matière, de l'information et de la conscience humaine. Loin d'être une théorie scientifique stricte ou un manifeste mystique, il s'agit ici d'une tentative d'écouter l'harmonie de l'univers, au carrefour de la physique, de la philosophie et de la poésie. 1. L'illusion de la matière, la réalité de la perception. Ce qui importe, ce n'est pas la chose, mais la perception que l'on en a. Tout ce que nous appelons réel est filtré par nos sens, traduit en impulsions électriques, reconstruit dans notre cerveau. Ce que nous croyons voir ou mesurer est d'abord une projection interprétée par nos sens. Les particules, les champs, les objets, tout est codé, interprété et recomposé. Ainsi, la matière n'est pas une essence absolue, mais une construction informationnelle adaptée à notre échelle humaine. Nos instruments ne mesurent pas le réel en soi, mais traduisent l'invisible en visible pour nos limites perceptives. 2. Énergie, matière, information. 3 visages d'une même réalité, l'univers n'est pas fait de choses, mais de mouvements, de structures dynamiques. Les particules sont des régions localisées d'énergie qui portent de l'information. Peut-être que ce que nous appelons énergie n'est qu'information en mouvement à une certaine échelle. Et inversement, que toute matière n'est que de l'information condensée dans un champ vibratoire. Tout comme les états quantiques peuvent coexister, énergie et information se superposent selon les moyens de perception. 3. L'harmonie du réglage universel, chaque constante fondamentale, charge, masse, vitesse de la lumière, force, est une mesure plateau, un point d'équilibre. L'électron est suffisamment attiré par le noyau pour former l'atome, mais pas assez pour s'écraser sur lui. Tout dans l'univers est réglé avec une justesse vertigineuse. C'est une composition précise, un dosage cosmique, ni trop ni trop peu. Comme une musique gravitationnelle qui permet à la réalité d'exister, d'évoluer, de se contempler. La lumière dans l'ombre, la matière à la limite de l'effondrement, suspendue dans l'équilibre. 4. Le rôle du neutron et la cohésion du multiple. Le neutron permet la stabilité du noyau. Sans lui, les protons se repousseraient et l'atome s'effondrerait. Le neutron incarne l'intermédiaire invisible qui rend possible l'unité dans la diversité. Il permet la cohabitation de forces contraires. De forces contraires. Tout comme le vide quantique entre noyau et électron est une distance signifiante, un champ de possibilités, un espace de tension et de stabilité. 5. Mouvement. Le réacteur fondamental, ce n'est pas l'espace-temps qui accueille les événements. Ce sont les mouvements d'information qui génèrent l'expérience de l'espace-temps. Le mouvement est ce qui révèle, transporte, transforme. Du quantique à l'humain, du cosmos à la pensée, tout est flux. Le mouvement n'est pas un phénomène secondaire, c'est le principe même de l'être. 6. L'émission, un don mesuré de soi, les radiations sont de petites fuites énergétiques de la matière, avec un don de soi du fait de la perte de masse associée. Chaque émission de particules ou de photons est un acte de communication, un partage d'informations qui se fait toujours au prix d'une perte, d'une transformation. Mais la matière ne s'effondre pas pour autant. Elle se renouvelle, se transmet, s'ouvre. Ce processus est une métaphore parfaite du vivant. Se donner, transmettre, tout en restant soi. 7. La matière comme information structurée. Une molécule n'est pas simplement une formule. C'est une structure d'information vibratoire. L'alimentation transformée, par exemple, modifie cette structure et donc l'information transmise au corps. La matière est porteuse d'une signature vibratoire, d'un message fonctionnel. Ce que nous absorbons, ce que nous mesurons, ce que nous transmettons, c'est toujours de l'information organisée. Conclusion. L'éveil à l'intelligence du réel, ce que ces réflexions cherchent à faire sentir, ce n'est pas une théorie ultime, mais une façon d'écouter l'harmonie du monde. L'univers est peut-être moins une machine qu'une mélodie, un agencement de force, de distance, de mouvement et de forme qui ne cesse de se donner à voir à qui sait regarder autrement. Ce n'est pas la chose, c'est la perception que l'on en a, et parfois, cette perception révèle plus que la chose elle-même. Postface, du vide au plein. Supposer créer le vide absolu, c'est supposer que de la matière retire un morceau d'univers. Cette phrase, à elle seule, contient l'essence d'une révolution intellectuelle. Elle affirme que le vide n'est pas une absence passive, mais une structure constitutive du réel. Elle refuse l'idée que l'on puisse ôter quelque chose de l'univers sans en altérer la trame, le tissu même de ce qui est. En physique quantique, le vide est un champ vibrant d'interaction potentielle. En cosmologie, il est porteur d'énergie noire. En métaphysique, il laisse la possibilité du plein. En conscience, il est l'espace de la perception. Il n'y a pas de vide absolu. Il n'y a que des seuils, des perceptions, des angles morts de notre détection. Ce que nous appelons rien est peut-être juste ce que nous ne savons pas encore déceler. Et si au fond, le vide était une façon de nommer l'invisible ? Chapitre : La pensée comme force cosmique. Les pensées sont des informations issues de l'énergie produite par nos neurones.
Non pas une abstraction désincarnée, mais une réalité énergétique, enracinée dans le corps et active dans le monde. Penser, c'est consommer c'est consommer de l'énergie. Chaque pensée naît de mouvements électrochimiques, de potentiels d'action, de synapses activées. Ces mouvements internes sont des flux d'informations, de la data, qui façonnent en permanence l'état du cerveau, donc celui de l'être. Mais ces flux ne restent pas confinés. Ils se propagent, par la parole, par les gestes, par les actes, par la posture, par le silence même. Réfléchir, c'est déjà agir. Réfléchir modifie l'état interne et donc la manière d'interagir avec l'extérieur. Réfléchir modifie l'univers. Il n'existe pas de pensée neutre. Même la pensée la plus intime, la plus silencieuse, transforme la configuration de notre réalité intérieure et par ricochet, celle de notre réalité partagée. La pensée est un acte physique, énergétique, causal. Ainsi, penser est une action cosmique, une forme subtile de participation. Et dans cette participation, nous ne sommes jamais inactifs. À chaque instant, nos idées sculptent le réel. Nous sommes, par la pensée, des courants dans l'univers. Univers qui se meut constamment invisible mais efficace. Présent, créateur, responsable. Chapitre: le paradoxe du contact et de la conscience. La limite humaine s'illustre dans un exemple simple, mais conceptuellement vertigineux, la dichotomie infinie. Mathématiquement, je peux diviser un espace entre deux objets à l'infini. Je peux toujours m'approcher, me rapprocher encore. Et pourtant, physiquement, dans le réel, ces deux objets peuvent entrer en contact. Ils se touchent. Le contact existe. Ce paradoxe révèle une fracture entre notre capacité à penser le monde et la manière dont le monde existe. Notre conscience fonctionne comme un moteur d'approche. Elle segmente, analyse, découpe l'expérience en fragments, en paliers, en différences. Nous percevons par dichotomie, jamais par fusion. Mais l'univers, lui, ne perçoit pas. Il est, il agit, il relie, il touche, il traverse, il entre en interaction. Il est contact. Le contact est un acte, pas une limite. C'est l'instant où deux réalités se rencontrent sans plus d'écart. Une union immédiate que la pensée ne peut jamais complètement capturer. L'homme cherche à comprendre l'univers tout en faisant partie. Il est contenu dans ce qu'il tente d'atteindre, à jamais en approche. Cette approche asymptotique de la vérité constitue sa noblesse, mais aussi sa limite. Et dans cette limite, il rencontre la beauté. Penser, c'est approcher. Exister, c'est toucher. L'univers est le contact dans tous les sens du terme. Contact physique, énergétique, informationnel, spirituel. Et parfois, contact avec des vérités qui nous dépassent. C'est là le paradoxe du contenant et du contenu, de l'homme et du monde, de la conscience et du réel.